Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. La note de B+ pour le Bénin, de grandes avancées donc pour le pays qui en 2011 avait obtenu la note de B-. C'est une évaluation de l'agence américaine Standard & Poor's qui permet au marché financier d'avoir un indicateur de vitalité d'une économie nationale. Une session supplémentaire à la première session de la Cour d'assises de l'année 2018 s'ouvre ce lundi 16 juillet prochain. Un point de presse est organisé dans ce cadre à Cotonou, assure le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou. Inondation à Cotonou et dans certaines grandes villes du Bénin, le gouvernement passe à l'offensive. Des dispositions sont prises pour contrer le phénomène. Vous en saurez davantage dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous le savez sans doute avec la dernière notation de l'agence américaine Standard & Poor's, le Bénin a obtenu la note de B+, de grandes avancées donc pour le pays qui en 2011 avait obtenu la note de B-. C'est une évaluation qui permet au marché financier d'avoir un indicateur de la vitalité d'une économie nationale. Pourquoi faut-il se réjouir de la récente note obtenue par le Bénin? Jean-Jacques Golou, directeur général de Coribank International Bénin, nous en donne des explications. Il est au micro de Lénaï Kagwazaou et Alexis Kenom. La note B+, en soi-même, pour un pays de l'Afrique subsaharienne, peut être considérée comme étant une bonne note. Parce que les autres pays en général, quand on prend l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb, les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Europe de l'Est, la note minimale est en général de triple B. Mais une note de B+ peut être considérée comme étant une bonne note, surtout lorsqu'on la compare à la note que le Bénin avait obtenue il y a environ 7 ans, donc en 2011. C'est une marque de confiance donc, de S&P dans les réformes que le gouvernement essaye de mettre en place, que le Bénin essaie de conduire. C'est une marque de confiance dans le leadership qui est exercé au niveau du pays. S&P, en fait, encourage de cette manière-là l'État à continuer ces réformes parce qu'elle pense, cette agence de notation, que ces réformes vont avoir des impacts positifs sur notre économie. Pour un banquier que je suis, lorsqu'un pays améliore donc sa note au plan international, il envoie un signal au marché financier international en indiquant qu'il est ambitieux, qu'il a envie donc, de réaliser des projets importants parce qu'il ne va pas sur le marché financier qui veut. Il faut avoir fait des efforts, il faut être sûr de ce que... Parce que c'est un coût lorsque vous allez sur le marché financier, lorsque vous tentez d'avoir une notation. Donc c'est un coût. Donc en allant sur le marché, vous indiquez justement aux bailleurs de fonds que vous avez un projet ambitieux, vous avez des projets ambitieux. Vous indiquez que vous avez la capacité donc, de mener à bon port vos projets. Donc ça devrait normalement rassurer les marchés financiers qui vont tarifer une prime de risque un peu plus faible aux ressources que nous allons lever sur le marché, plutôt que de nous appliquer certainement une prime de risque un peu plus forte si nous maintenions une note de B-, comme nous l'avions en fait en 2011. Politique à présent, les jeunes du littoral partagent la vision du nouveau départ. Ils sont alliés derrière le parti RBNV, Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision afin d'accompagner le programme d'action du gouvernement. À la faveur d'une rencontre ce samedi 14 juillet, ces jeunes ont exprimé publiquement leur engagement. Jean-Claude James et Jules Akoïko. Dans le nouveau départ, il s'engage à porter la voix des jeunes du littoral. Et c'est à juste titre que les ambitions de ce mouvement intéressent les participants à cette conférence départementale du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision RBNV. On s'est dit qu'il urge qu'on réunisse les jeunes qui sont dans les coins et zéro coins du littoral à un objectif commun. Leur expliquer en fait les opportunités qui sont dans le PAG qui les concernent.
leur expliquer en fait leur intérêt à accompagner le pouvoir en place, c'est-à-dire l'exécutif, et leur démontrer aussi qu'ils peuvent contribuer à ce que le PAG soit une réalité. Une communication sur le thème « La jeunesse face aux défis du programme d'action du gouvernement PAG et le militantisme » a été au cœur de cette rencontre. À la suite de cette communication, le président du RBNV est revenu sur quelques interrogations essentielles relatives à la jeunesse. Il est vrai, d'aucuns d'entre vous, nous n'allons pas faire de langue de bois, diront qu'il y a la rupture, il y a la conjoncture. Les temps sont durs, diront d'autres, n'est-ce pas? Les temps ne sont pas durs parce que, vous savez, tout ce qui va être fait de bien dans la vie passe toujours par un minimum de difficultés. Sur la base d'éléments tirés du PAG, Auguste Videgla rassure alors l'assistance. L'emploi des jeunes est au cœur des ambitions, du programme et de la préoccupation permanente du chef de l'État. 500 000 emplois seront créés, d'aucuns diront que ce n'est pas évident. Mais la machine est en marche et très bientôt, ce sera une réalité. Je vous demande, vous, jeunes leaders, de vous lever. Ne plus penser que l'administration publique est le seul apanage de l'emploi. Il faut aussi explorer les pistes de l'auto-emploi. Aux femmes, je dirais l'autonomisation des femmes passe d'abord par la rédaction des projets. En résumé, j'ai voulu que mon allocution puisse être pour vous plutôt une boussole parce que vous vous engagez derrière le nouveau départ. Le nouveau départ qui est porteur d'un grand espoir pour notre pays. Les réformes sont terminées et vous allez voir à partir d'ici la fin de l'année les grandes enjambées et les grands envols dans tous les secteurs que connaîtra notre pays. Pour le bureau mis en place, la mission est désormais claire, rallier tous les jeunes à la vision du nouveau départ. La chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie a abrité une journée de réflexion sur les réformes du code électoral au Bénin. Plusieurs experts des questions électorales se sont retrouvés pour mener des réflexions sur l'apport de l'Association africaine des professionnels du management des élections, Blaise Adampo et Simon Villon. Réformer le code électoral pour le futur, c'est ce thème qui est sujet de réflexion à cette journée. Elle est initiée par l'Africa Élections, Association africaine des professionnels du management des élections. À travers ce forum de discussion, elle veut apporter sa touche au nouveau code électoral. Et nous, en tant qu'administrateurs des élections, spécialistes en management des élections, nous savons que depuis l'usage, la mise en œuvre du nouveau code de 2013, beaucoup d'autres problèmes sont apparus, au point qu'il était question quand même de revoir certains aspects de ce code et de les corriger au fur et à mesure que le Parlement s'en rend compte. Donc, c'était heureux que le Parlement se soit rendu compte qu'il fallait relire ce code. Et nous, en tant que spécialistes de la question, on s'est dit que c'est l'occasion de mener la réflexion et surtout de faire des propositions qui pourraient inspirer les députés. Le sujet qui nous convoque ce matin, c'est-à-dire réformer le code électoral pour le futur, est d'une actualité qui n'est plus à démontrer. Au vu des prochaines élections qui s'annoncent et qui font couler beaucoup d'encre et de salive. 8, c'est le nombre de communications qui vont meubler les échanges. L'une porte sur la question de la représentativité des femmes. Au lieu de mettre un organe politique au milieu et qui suscite crainte et appréhension, suspicion, c'est mieux donc de confier directement la gestion de la liste à l'ANT qui est placée sous l'autorité d'une Sénat. Nous avons estimé que la LEPI serait mieux à sa place à la Sénat qu'avec un CPS ou un co-CPI. La 4e communication se déroule autour des enjeux de la gestion de la liste électorale par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous avons proposé de façon concrète que chaque liste de candidature qui doit être soumise contienne de façon alternée le positionnement d'hommes et de femmes. C'est pour nous la meilleure manière
d'assurer l'égalité entre l'homme et la femme, telle que l'article 26 de la Constitution l'a indiqué. Une déclaration finale est attendue. Elle sera remise aux députés pour une meilleure révision de l'ancien code électoral. Et on parle des députés. Les députés des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE étaient face à la presse à Cotonou. Valentin Dianotin et Nourini Achadé sont revenus sur le dossier de la révision de la Constitution. À en croire ces deux élus du peuple, les députés de la minorité ne sont pas des ennemis du peuple. L'option de la voie référendaire est la meilleure, ont-ils clamé. Je vous invite à suivre respectivement l'honorable Nourini Achadé et Valentin Dianotin, propos recueillis par Daniel Ada et Ricardo Loïc-Pékou. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes en droit d'être méfiants vis-à-vis de tout ce qui vient de nos collègues de la mouvance. Le président Abimbola, effectivement, nous a reçus et nous a dit que c'est lui, le coordonnateur du BMP, et à ce titre, c'est lui qui devait négocier avec nous. Au même moment, nous avons été reçus par le président de l'Assemblée. Nous avons été reçus par le président Amoussou Bruno. Nous avons eu de très bonnes négociations avec lui, de bonnes discussions avec lui. Le président de l'Assemblée également. En les envoyant devant le peuple, n'étions pas bêtes. Nous savions très bien que c'est le peuple qui est souverain. Nous ne sommes que les représentants du peuple. Et ce qui pourrait paraître bizarre, pour une première fois, nous avons dit que c'est un projet de loi, la première révision, la révision d'avril 2017. Ça n'a pas prospéré. On est maintenant passé par les députés, nous savons bien que c'est toujours le gouvernement qui est derrière, mais on l'a appelé proposition. Donc cette fois-ci, ce sont les députés, certains députés, qui ont fait une proposition. Ça ne passe pas. À ce jour, il n'existe aucune loi référendaire. Ce que nous avons rejeté, ou la loi qui a eu 3/4 de vote à l'Assemblée nationale, c'est la proposition de loi sur l'amendement à la révision de la Constitution. Et lorsque vous lisez la loi, les conditions de recours au référendum, c'est bien dit que sur la loi, on doit mettre la mention loi référendaire. Donc on n'a pas encore la loi référendaire sur les amendements à la Constitution. Autre actualité ce soir, rencontre entre le préfet Modeste Oboula et une délégation de l'Union islamique du Bénin. L'autorité préfectorale a voulu échanger avec les membres de l'Union afin de trouver un site aux fidèles musulmans de la mosquée de Kadjaou qui prie à la plage. L'espace est désormais interdit d'occupation. Blaise Adampo et Jules Koïkou. Quelques jours après sa descente sur la route des pêches, le préfet Modeste Toboula reçoit dans ses locaux une délégation de l'Union islamique du Bénin. Au cœur des échanges, le choix d'un autre cadre pour abriter la prière des fidèles musulmans de la mosquée de Kadjaou. Depuis peu, les prières se déroulent sur un espace balnéaire déclaré d'utilité publique. Tout ce qui nous amène maintenant à la plage régulièrement, c'est parce que notre mosquée n'est pas encore construite. Si la mosquée est construite, on peut faire Idi n'importe où. C'est une zone déclarée d'utilité publique. Et face à l'utilité publique, toute forme d'autorisation administrative tombe. Nous avons expliqué à l'imam que nous sommes dans ce registre-là. Les explications de l'autorité sont bien comprises par la délégation. Nous avons eu des papiers qui nous encourageaient à aller de l'avant, mais on a compris que ces papiers ne valent rien. Quand on parle d'utilité publique, c'est que même si vous achetez votre maison avec des milliards et la route passe par là, on vous déguerpit de là, on vous met ailleurs. Après plus de 2 heures d'échange, les deux parties en sont venues à certains points de compréhension. Nous nous sommes compris avec le préfet que c'est le dialogue qui doit l'emporter. Avant tout acte, il faut d'abord se consulter, se concerter et avoir le dialogue. Et je sors d'ici satisfait parce que nous nous sommes compris. Nous avons convenu d'un délai au bout duquel nous allons travailler ensemble pour rechercher un autre site de prière en attendant la construction, la finition de la construction de la mosquée de Kadjaou qui est en instance. Et nous avons convenu qu'on peut continuer par prier là jusqu'au 31 août. Avant cette date, une autre rencontre est prévue entre le préfet du littoral et l'Union islamique du Bénin, le 23 juillet prochain. Direction la Cour d'appel de Cotonou, la session supplémentaire à la plénière
La première session de la Cour d'assises de l'année 2018 s'ouvre ce lundi 16 juillet. La nouvelle est annoncée au cours d'un point de presse tenu par le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou. Au rôle provisoire, 25 dossiers, dont celui de Danivor. Écoutons-le au micro de Malini Chibozo et Amitié Sabidi. Durant cette session, 40 accusés répondront en qualité d'auteurs ou complices des crimes d'assassinat, d'association de malfaiteurs, d'incendie volontaire, d'infanticide, de parricide, de meurtre, coups mortels, viol, de pratiques de charlatanisme et de sorcellerie, de vol qualifié ou aggravé, de vol à main armée et des délits connexes à ces crimes tels que les coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de moins de 21 jours et menaces verbales de mort sous condition. Sur les 25 dossiers au rôle provisoire, il y a lieu de préciser que 3 dossiers concernent le crime de viol, 14 dossiers portent sur les crimes de sang, notamment l'assassinat, le meurtre, le parricide, l'infanticide et les coups mortels. Un dossier est relatif au crime d'incendie de bâtiments servant d'habitation. Un dossier relatif au crime de pratique de charlatanisme et menaces verbales de mort sous condition. Dans certains dossiers, les accusés sont poursuivis pour plusieurs infractions. À la différence de la première session où prédominait le crime de viol, l'examen du rôle de cette session révèle qu'elle connaîtra majoritairement de la poursuite de crimes de sang sous diverses qualifications juridiques, à savoir assassinat, meurtre, parricide, infanticide et coups mortels. Les audiences restent ouvertes au public. Nous invitons par conséquent la population à sortir pour y assister. Les audiences véhiculent des enseignements qui l'édifieront certainement sur les comportements et habitudes à adopter dans la société. Toutefois, certaines audiences dangereuses pour les bonnes mœurs ou l'ordre public, notamment celles concernant les cas de viol, seront tenues à huis clos. Parlons partenariat. L'ONG La Casa Grande vient de réitérer son engagement auprès du gouvernement du Bénin. Elle l'a fait savoir à travers une signature de renouvellement d'un accord de siège avec l'État béninois. Principal but, contribuer à la réalisation d'un monde meilleur à travers son apport à la correction des inégalités sociales. Les deux parties ont approuvé leur signature au ministère des Affaires étrangères. William Tchoki. Voilà ainsi signé le renouvellement de l'accord de siège entre l'ONG La Casa Grande Bénin et l'État béninois. Une ONG de droit espagnol enregistrée au Bénin depuis 2001. Elle intervient dans la prise en charge des couches vulnérables. À travers ce renouvellement, La Casa Grande s'engage dans de nouvelles actions. Avec le renouvellement de la signature de cet accord, non seulement nous donnons au peuple béninois la marque tangible de l'existence de la Casa Grande depuis plus de 18 ans au Bénin, mais nous franchissons aussi un nouveau pas vers la consolidation d'un rêve qui consiste à dire « sauver un enfant, c'est sauver le monde ». Je demeure convaincu que la Casa Grande Bénin pourra toujours compter sur votre appui et l'accompagnement de vos services dans la mise en œuvre effective de cet accord. Ces signatures ainsi apposées représentent un acte d'une importance capitale, celui-là qui va solidifier les liens entre l'organisation internationale et le gouvernement du Bénin. Grâce à ces efforts remarquables, votre ONG est parvenue à s'intégrer dans le cœur des populations et est perçue aujourd'hui comme un parapluie de plus pour la protection des enfants déshérités. Je voudrais vous transmettre les sincères remerciements du gouvernement
et vous assurer de la disponibilité du ministère des Affaires étrangères à continuer d'apporter son soutien à vos actions. 18 ans déjà que l'ONG La Casa Grande de Bénin œuvre dans le social. Selon le coordonnateur national, l'organisation ne ménagera aucun effort pour donner pleine vie à ce partenariat qui vient de naître. Et parlant de protection sociale, nous traversons actuellement une saison pluvieuse qui engendre par endroits des inondations, notamment à Cotonou et dans d'autres grandes villes du Bénin. Qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement béninois pour contrer le phénomène? Élément de réponse avec le directeur adjoint du cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Il est au micro de Lenaï Kagwazaou et de Gérard Zovemet. L'identification que nous avons faite des zones critiques va consister en 3 grandes actions. La première, c'est rétablir les grandes voies de circulation qui sont affectées par la saison des pluies pour permettre aux populations d'entrer et de sortir des quartiers. Donc, rechargement, reprofilage et rétablissement des circulations. Le deuxième axe d'intervention, c'est de pouvoir retirer l'eau dans les zones inondées. Donc, les actions de pompage avec tout ce qui est motopompe, engin lourd destiné à cela. Et troisième axe qui est complémentaire au second, c'est de pouvoir dégager les couloirs d'écoulement des eaux, libérer les bas-fonds pour fluidifier la circulation des eaux. Mais il est important de dire que ça, ce sont les mesures d'urgence qui ont été identifiées, mais qui s'adossent à un programme beaucoup plus ambitieux, un projet phare, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui va permettre de régler définitivement la question des inondations à Cotonou. Donc, ce projet phare a fait l'objet de la table ronde des bailleurs de fonds qui ont confirmé leur engagement pour un montant de 225 milliards de francs CFA. Quand je parle des bailleurs de fonds, il s'agit de la BOAD, de la BAD, de la BID, de l'Agence française de développement, de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, qui donc soutiennent l'État qui lui-même a investi dans les études de ce programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Il y a un dispositif de surveillance et d'intervention d'urgence qui est en place, qui est opérationnel, et il y a un programme d'intervention massif qui va consister en la construction d'environ 64 km de collecteurs, en l'aménagement de bassins de rétention pour drainer les eaux en combinaison avec le projet asphaltage. Dans tous les départements concernés, il y a une plateforme coordonnée par le préfet qui associe l'ensemble des acteurs pour gérer les risques de catastrophes qui sont évidemment spécifiques à chaque département. Autre registre à présent, le ministre de la formation technique et professionnelle vient de mettre à la disposition du lycée technique sino-béninoise un important lot de matériel. C'est le directeur de cabinet du ministre Marion Capot qui a procédé à la remise officielle de ces équipements. Enoch Oupati et Auréole Ayon. Nous vous remettons de façon symbolique ce matériel. Des matériels et équipements pédagogiques flambant neufs. Ils sont destinés aux ateliers de formation en mécanique automobile et en génie civil du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. Le moment est venu pour le lycée de souffler vraiment et de s'affirmer sur le marché béninois et sur le marché mondial, pourquoi pas. Je dis vraiment un grand merci au gouvernement de notre pays et je souhaiterais qu'on continue de penser au lycée parce qu'il y a beaucoup de besoins. La dotation des centres publics de formation professionnelle en équipement de dernière génération est l'un des engagements du gouvernement pour faire face aux défis technologiques de l'heure. Un lycée technique n'a de sens que s'il y a tous les matériels nécessaires pour les filières qui sont ouvertes. Ça va permettre à ces apprenants de continuer à recevoir une formation de qualité pour qu'ils ne soient pas en déphasage. Vous comprenez lentement, mais sûrement que le programme d'action du gouvernement se concrétise et notre département est honoré parce que c'est un grand centre de formation et nous disons toute notre gratitude au gouvernement pour ce clin d'œil. Ces équipements ont été acquis sur le programme d'investissement public PIP, donc sur le budget national exercice 2018 pour un montant d'environ 65 millions de francs CFA. En choisissant ce moment précis pour remettre les 10 matériels et équipements, le ministre, par ma voix, a voulu témoigner
à tous le sens de l'anticipation, de la proactivité dont fait montre le gouvernement face aux multiples problèmes qui assaillent le monde de l'éducation. Pour le cas d'espèce, cela permettra de consacrer le temps, juste après les examens de fin d'année, assurer la formation des enseignants à l'utilisation correcte de matériel qui vient d'être remis. Aux bénéficiaires, le représentant du ministre de la Formation technique et professionnelle demandera d'assurer une bonne utilisation et un entretien continu de ces équipements reçus, seul moyen d'encourager le gouvernement à aller loin dans son ambition, celle de faire de ce centre une référence dans la sous-région. On parle de la fête du cinéma, faire découvrir la magie du cinéma aux populations du Bénin à travers une sélection de films béninois et africains. C'est l'objectif que s'est fixé Canal+ en initiant depuis 2016 la fête du cinéma. Cette fête, qui est à sa 3e édition, cette année se déroulera dans 5 grandes villes du Bénin. Les responsables de Canal+ Bénin étaient devant la presse. Plus de précisions avec Manili Chibozo et Monique Toron. 5 grandes villes du pays aux couleurs du cinéma béninois et africain. C'est une initiative de Canal+, la fête du cinéma qui met en exergue 18 films du 28 juillet au 25 août 2018. Ces films seront projetés gratuitement dans ces villes. En fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir démocratiser le cinéma. On a conscience que certaines personnes n'y ont pas accès. Donc on a voulu pousser le cinéma vers la population de manière complètement ouverte. On tient à préciser que ces projections sont bien sûr complètement libres, complètement gratuites, complètement ouvertes à tous, et on invite tout le monde à venir profiter de ce moment de divertissement en famille, entre amis, et à venir passer un moment qu'on espère incroyable. En tout cas, c'est notre objectif d'apporter du divertissement à tout le monde pendant ces vacances. Donc nous serons à Natitingou le 28 juillet, à Parakou le 29 juillet, à Comé le 4 août, à Dassa le 11 août, et nous finirons au Canal Olympia de Cotonou le 25 août. Cette fête du cinéma est à sa 3e édition. Elle est célébrée avec le soutien des acteurs cinématographiques du Bénin et des autres pays de l'Afrique. Désormais, grâce à vous, les populations vont de plus en plus reprendre l'habitude d'aller au cinéma et aussi d'aller en salle, comme nous avons pu nous gratifier de ces salles de cinéma du Canal Olympia. Donc, c'est juste pour vous remercier pour tout ça et vous assurer le soutien d'abord du Centre national du cinéma et ensuite le soutien du ministère et du gouvernement. Ce n'était pas gagné d'avance. Nous sommes conscients de tout ce que vous faites, tout ce que vous investissez pour que le cinéma béninois puisse évoluer. Les projections sont constituées de courts-métrages, de longs-métrages, de documentaires, de séries et de films de jeunesse. C'est Natitingou, la ville aux montagnes, qui ouvrira le bal des projections. Elles prennent fin le 25 août à Cotonou. Bonne fête du cinéma. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Mais avant, vous pouvez donc suivre l'actualité à 23h. L'édition du soir est prévue avec Ricardo Loïc-Pécou. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.